Dans l'histoire que je vais vous conter, certains noms de personnes ou noms de lieux ont été remplacés par une simple lettre. Donc ne soyez pas étonnés d'entendre Madame B ou le quartier C. Pierre Bellemare, les enfants de Liverpool. Nous sommes dans l'après-midi du vendredi 12 février 1993. Il est exactement ainsi qu'on pourra l'établir par la suite à la minute presque à la seconde près, 15h40. Denise B fait des courses au New Strand Shopping Center, dans le quartier populaire de B à Liverpool, la grande cité industrielle du centre de l'Angleterre. Enfin, il vaudrait mieux dire l'ancienne grande cité industrielle, car aucune région sans doute n'a été davantage touchée par la crise, avec comme conséquence la délinquance dans les quartiers populaires, c'est-à-dire dans presque toute la ville, et la violence qui s'est exprimée de la manière tragique que l'on sait dans les stades. Mais cela, Denise B n'y pense pas alors qu'elle fait ses courses. Ce climat détestable fait partie du quotidien. Elle-même est d'un milieu plus que modeste et habite une des banlieues les plus déshéritées de la ville. Pour l'instant, jeune maman qui gère de son mieux le budget du ménage, elle se soucie de faire au moindre prix ses provisions pour le week-end et la semaine à venir. À ses côtés se tient son fils, le petit James, 2 ans, qui l'a accompagné. Denise B arrive au rayon boucherie. Il y a pas mal de bousculades en ce vendredi, jour d'achat traditionnel. Le temps d'examiner la viande présentée sous cellophane, elle se retourne, James n'est plus là. Madame B ne s'inquiète pas, il n'y a pas une minute qu'elle l'a perdu de vue. Il ne peut être loin. Elle parcourt les allées avoisinantes, cherchant du regard sa petite silhouette en pantalon clair et blouson noir, son visage joufflu aux cheveux et aux yeux marrons, mais James n'est pas là. Madame B se met à appeler son fils, à demander aux clients s'ils ne l'ont pas vu, sans résultat. Peu après, elle va trouver la direction du magasin qui multiplie les annonces par haut-parleur. James ne se manifeste toujours pas. Cette fois, il faut se rendre à l'évidence. Il a disparu. Denise B alerte la police. Les policiers sont rapidement sur place. Le supermarché, comme presque tous les autres, est équipé de caméras de surveillance. Ils visionnent les bandes vidéo et découvrent sans mal l'enfant. Pas de doute, ce pantalon clair et ce blouson noir, c'est bien lui. Et grâce à la date et à l'heure enregistrée, ils vont pouvoir suivre les événements en temps réel. Tout d'abord, James B est en compagnie de sa maman au rayon boucherie. Puis, il disparaît. À 15h40 et 1 minute et 39 secondes, il arrive dans le champ d'une autre caméra un peu plus loin. On aperçoit alors 2 petites silhouettes qui vont dans sa direction. Ce sont celles de 2 autres enfants, 2 garçons plus âgés qui doivent avoir aux environs de 10 ans. Ils lui font signe et James vient vers eux. L'un des garçonnets lui dit quelque chose et l'enfant les suit. La caméra les perd à ce moment. Mais 1 minute plus tard, à 15h42 minutes et 32 secondes, une autre caméra les prend. Le petit James donne la main à l'un des garçons. 3 secondes plus tard, à 15h42 minutes et 35 secondes, il la lâche et continue à les suivre de son plein gré. C'est tout. À partir de ce moment, les caméras vidéo n'enregistreront plus rien. Même si l'inquiétude demeure, les policiers, tout comme Madame B, sont rassurés. Le pire aurait été de voir partir James avec un homme. D'autres enfants, cela ne peut pas être bien grave. Et puis, 3 gamins de cet âge-là ensemble, ce n'est pas si fréquent, cela se remarque. Les témoignages ne vont certainement pas manquer. Effectivement, ils ne manquent pas. Et, grâce à eux, on peut suivre le trio à la trace. Ils sont sortis du centre commercial, sont passés devant le grand magasin Marks & Spencer et ont tourné à droite dans Stanley Road. Ensuite, ils ont quitté le quartier de B pour se rendre dans un autre quartier populaire, celui de W, près du port. Et c'est là que la situation bascule. Ralph B, le père de James qui a été alerté à son travail et qui a rejoint sa femme, écoute, en compagnie des policiers, les témoignages grâce auxquels on peut reconstituer le trajet des enfants. Qu'est-ce que tout cela signifie ? Ils ont marché pendant 3 km, longeant des maisons tristes en briques rouges et une voie rapide. Plusieurs personnes ont vu alors James qui paraissait fatigué et qui pleurnichait.
Les deux garçons le traînaient par la main. Ils sont arrivés ensuite devant un terrain vague avec un réservoir à eau désaffecté et des canettes de bière qui traînaient un peu partout. Cette fois, James B. pleurait carrément et avait une grosse bosse au front. Une vieille dame les a accostés. « Mais pourquoi pleure-t-il comme cela, ce bébé ?» L'un des deux garçons lui a répondu avec beaucoup d'assurance « Il s'est perdu, on l'emmène au commissariat. » La dame n'a pas insisté et les témoignages s'arrêtent là. Ou plutôt non. Il y a un autre témoignage et il est tout ce qu'il y a de plus inquiétant. Peu avant, Madame B, une autre cliente du supermarché, avait perdu de vue son petit garçon et elle l'avait retrouvé en compagnie de deux enfants d'une dizaine d'années qui l'avaient abordé. À son approche, il s'était enfui. Cette fois, tout change. Ce n'est pas par hasard que les deux petits inconnus sont partis en compagnie de James. Il s'agit d'un acte prémédité. Ils rôdaient dans le magasin à la recherche d'un enfant pour l'enlever. L'affaire prend soudain un tour à la fois angoissant et monstrueux. Et, 2 jours plus tard, le dimanche 14 février à 15 h, c'est la terrible découverte qui justifie les pires appréhensions. On retrouve le corps atrocement mutilé de James B. sur une voie ferrée non loin du lieu où il a disparu. Il a été torturé, puis battu à mort. Le meurtre est si sauvage que la police se refuse à préciser la nature exacte des blessures. L'émotion est sans précédent dans toute l'Angleterre à l'annonce non seulement du crime, mais de l'identité des meurtriers présumés. Car si ce sont bien eux, c'est une chose qui ne s'est encore jamais produite. La photo des caméras montrant le petit James entre ses deux ravisseurs de 10 ans est floue. Mais le ministère de la Défense la retravaille, à la manière de ce qui a été fait pendant la guerre du Golfe. Elle est diffusée lors d'une émission populaire de télévision, Crime Watch faisant des appels à témoins. Le commissaire Albert Kirby de Liverpool demande à tous ceux qui pensent avoir reconnu les gamins de le faire savoir. Les appels téléphoniques sont très nombreux, plus de 400, et les deux mêmes noms reviennent fréquemment. En fait, il ne s'agit pour les policiers que d'une confirmation, car 2 suspects ont déjà été appréhendés. Leur arrestation s'est faite très discrètement, presque secrètement pour éviter les émeutes. Ils se prénomment John et Robert et ils ont bien 10 ans tous les deux. Ils habitent le quartier de W, à 50 mètres de l'endroit où a été découvert le corps. Ils sont issus d'un milieu très défavorisé. Le père de l'un est au chômage, la mère de l'autre est alcoolique. Ils sont suivis par les services sociaux de Liverpool et passent le plus clair de leur temps à faire l'école buissonnière et à déambuler dans les faubourgs. C'est la première fois en Angleterre que des enfants aussi jeunes sont suspectés d'un meurtre pareil. Ce qui pose un problème aux enquêteurs, malgré l'horreur de ce qu'on leur reproche, ce ne sont que des enfants et il faut agir avec ménagement en tenant compte de leur âge. Tandis que l'Angleterre apprend leur arrestation avec une horreur grandissante, les interrogatoires commencent. Les policiers ont reçu des instructions précises. Faire comme s'ils interrogeaient leurs propres enfants, essayer d'oublier ce qui s'est passé. Dissimulant leur nausée, ils posent leurs questions avec patience, s'efforçant de mettre en confiance, de rassurer. John et Robert ont droit à de longues périodes de repos. Ils sont interrogés en présence de leur famille, de représentants légaux et sociaux. On a choisi de les entendre séparément, dans 2 commissariats différents afin qu'ils ne puissent s'influencer mutuellement. Jusqu'au dernier moment, les enquêteurs espèrent sans doute secrètement qu'ils se sont trompés et que ce ne sont pas eux qui ont fait cela, qu'ils n'en ont été que les témoins. Et pourtant si, ce sont eux et eux seuls. Ils font exactement les mêmes aveux, tout concorde au détail près. Non seulement ils sont les tortionnaires et meurtriers de James, mais ils ont agi avec préméditation. C'était bien eux qu'avait vu l'autre cliente. Ils n'étaient venus au supermarché que pour enlever un enfant. De surcroît, leur attitude est proprement terrifiante. Ils s'expriment avec calme, détachement, ne manifestant ni l'un ni l'autre le moindre remords. Pendant les périodes de détente qu'on leur accorde, ils jouent à des jeux vidéo ou dessinent. Ils n'ont pleuré à aucun moment, diront les policiers.
La procédure criminelle suit son cours. Conformément à la loi anglaise et à la différence de ce qui se passe en France, ce n'est pas un juge d'instruction qui décide de l'inculpation, mais un tribunal de mise en accusation. Si sa réponse est positive, ensuite aura lieu le procès proprement dit. Ce matin-là, dans la banlieue de Liverpool, le tribunal de Bay, devant lequel vont passer John et Robert, est en état de siège. Un imposant cordon de bobbies avec matraque essaie de tenir en respect une foule qui gronde. Car, malgré les appels au calme, notamment ceux des parents de James, la tension est à son comble. On a même du mal à imaginer le vent de folie qui souffle sur l'Angleterre depuis le début du drame. Tandis que des milliers de bouquets de fleurs, d'animaux en peluche ou de mots d'enfants sont déposés au supermarché où a été enlevé James et sur la voie ferrée où on a retrouvé son corps, des mères promènent leurs enfants en laisse comme des petits chiens. L'opinion, traumatisée, voit des meurtriers partout. Et la classe politique, dans un pays où la violence est un problème bien plus aigu qu'en France, ne fait rien pour inciter au calme. La majorité penche pour plus de sévérité, de répression. Le Premier ministre John Major déclare « La société doit condamner un peu plus et comprendre un peu moins les criminels » et il appelle à une croisade contre le crime. Le ministre de l'Intérieur qualifie les jeunes criminels de « sales petites bêtes ». D'autres responsables réclament le rétablissement des maisons de correction et des châtiments corporels. Devant la chambre d'accusation du tribunal de Bay, ce sont heureusement le calme et la sérénité qui règnent en cette matinée du 22 février 1993. Les trois juges, Madame Dale, Madame Dixon et Birkett, prennent place. Les accusés sont alors introduits dans la salle. Ils entrent, dissimulés par les policiers, et s'installent face à la barre où ils ne bougeront plus car on ne doit les voir que de dos. Seuls 5 journalistes ont été autorisés à venir à l'audience. Le public, restreint et trié sur le volet, a dû subir de multiples fouilles. Les parents de James ne sont pas présents. Contrairement aux usages, le président ne procède à aucun interrogatoire d'identité. Les noms des 2 garçons seront tenus secrets, ainsi que leur adresse. De dos comme ils sont, on peut constater que l'un d'eux est tout maigre et doit mesurer environ 1,20 m. L'autre est encore plus petit. Ils ne font même pas leurs 10 ans. Tout ce que l'on sait d'eux, on l'a appris par les journaux. L'un, a-t-on écrit, a un visage d'ange et suce encore son pouce, tandis que l'autre est déjà un voyou et a cassé des vitres en lançant des pierres. Au tribunal de Bay, c'est d'abord la lecture des confessions de John et de Robert, puis le procureur prend la parole pour demander leur inculpation pour tentative d'enlèvement, enlèvement et assassinat. Pendant ce temps, on a pu voir l'un des petits accusés bâiller et l'autre s'étirer. On leur donne alors la parole. Ils se mettent à se disputer d'une voix boudeuse, ennuyés, comme s'il s'agissait de savoir lequel des deux a volé un pot de confiture. « C'est la faute de Robert », dit John. « C'est lui qui a eu l'idée d'enlever un môme. »« C'est John qui a tué James », dit Robert. « C'est pas moi. » Les débats sont clos. Ils ont duré en tout 6 minutes. Le président prend la parole. Conformément à la loi britannique qui fixe à 10 ans l'âge minimum pour être inculpé, il suit l'avis du procureur. John et Robert sont inculpés de tentative d'enlèvement, enlèvement et assassinat. Le président leur annonce qu'ils vont devoir attendre leur jugement dans une institution spécialisée. Ils y seront suivis par des psychiatres et comparaîtront devant le tribunal ultérieurement. Ils risquent la prison à vie. Il est à noter que la dernière peine prononcée en Angleterre contre un enfant de cet âge est la condamnation à vie en 1968 d'une fillette de 11 ans qui avait étranglé 2 enfants de 3 et 4 ans. Il est à noter qu'en France, les 2 assassins présumés n'auraient pas été poursuivis, les mineurs de moins de 13 ans n'étant pas pénalement responsables. L'audience est levée. Les policiers reviennent entourer les 2 garçonnets qui ont un geste de surprise comme s'ils semblaient brusquement comprendre qu'ils ne rentreront pas chez eux ce soir. Dehors, quand on les fait monter dans un fourgon blindé, une foule énorme vocifère. « Salauds! Qu'on les tue !»
Il y a des jets de pierre et des bagarres pendant une dizaine de minutes avec les policiers. Le calme revient et seule subsiste une immense tristesse lorsqu'ont lieu, une semaine plus tard, le lundi 1er mars 1993, les obsèques de James B. À 10h30, le convoi funéraire, composé de 4 limousines noires remplies de fleurs blanches, parvient à l'église du Sacré-Cœur de K. Une église sinistre en ciment et en béton, à l'image de ce quartier de HLM où vivent Denise et Ralph B. Les voitures s'arrêtent devant le portail et 4 personnes portent le petit cercueil blanc, dont Ralph B, le papa. L'office a lieu. Simultanément, des messes sont dites dans toute l'Angleterre, notamment à la cathédrale de Westminster de Londres. Dans son homélie, le père O'Connell se fait l'écho de la douleur générale. Nous aimerions tant ramener les pendules de 2 semaines en arrière et rendre les choses meilleures. Nous aimerions tant faire revenir James, mais nous ne le pouvons pas. James, qui va tant nous manquer, est désormais dans la vie éternelle où la souffrance et la peine n'existent plus. Mais il tente tout de même de trouver des mots d'espoir. Nous devons tous nous interroger. Ce décès terrible doit servir à édifier un monde meilleur, ou alors James sera mort pour rien. À la fin de l'office est diffusée dans une église une chanson de Michael Jackson, la préférée de l'enfant. Le chanteur a d'ailleurs envoyé un message de condoléances aux parents. Dehors se tient une foule d'1 millier de personnes parfaitement dignes et silencieuses. Elle suit le convoi qui prend la direction du petit cimetière local. Les services municipaux sont passés auparavant pour le nettoyer, car il sert de lieu de rendez-vous aux drogués où il était jonché de seringues. Le cas des enfants de Liverpool est extrêmement rare et il a frappé d'horreur non seulement l'Angleterre, mais le monde entier. Aussi convient-il de se demander comment une telle monstruosité a été possible. Il existe des exemples d'enfants meurtriers, mais ils agissent presque toujours dans le cadre familial. Le plus souvent, c'est le meurtre du petit frère ou de la petite sœur dont on est jaloux. Plus rarement, il s'agit d'une agression contre un des 2 parents. John et Robert, en revanche, ne connaissaient pas James, puisqu'ils l'ont enlevé par hasard après avoir échoué une première fois avec un autre enfant. Alors, pourquoi un tel acte? On ne peut que faire des suppositions, mais il est improbable que les 2 jeunes meurtriers de Liverpool aient eu l'intention de tuer. Ils voulaient sans doute s'amuser à faire peur et même à faire mal avec toute la cruauté dont on est capable à cet âge. Seulement, leur victime a pleuré, s'est débattue et tout a dérapé. Pris de panique, ils l'ont supprimé. Leur attitude, lors de leur interrogatoire puis du procès de mise en accusation, montre qu'ils n'ont absolument pas conscience de ce qu'ils ont fait. La raison est à chercher dans leur environnement culturel. Tout ce qui banalise la mort peut conduire à déstabiliser l'enfant. En particulier les jeux vidéo où il suffit d'appuyer sur un bouton pour que le héros qui a été tué se remette à vivre. La télévision a bien évidemment elle aussi un effet incitatif. Aux États-Unis, un enfant après avoir vu Superman s'est jeté par la fenêtre, croyant avoir les mêmes super-pouvoirs. Des films violents, sadiques, peuvent entraîner le même effet mimétique. Enfin, la dernière cause, et la plus importante sans doute, est le milieu. Les familles de John et de Robert sont des familles éclatées, confrontées à la misère. Et surtout, Liverpool est une des villes les plus sinistrées de Grande-Bretagne. La violence qui sévit dans les quartiers défavorisés défie l'imagination. La drogue et la prostitution règnent partout. Le chômage est effrayant. À certains endroits, il touche 70% des jeunes et 40% des foyers de la ville vivent au-dessous du seuil de pauvreté. Dans ces conditions, ce meurtre peut apparaître comme une forme extrême d'appel au secours. Tous ces éléments sont présents à l'esprit des divers acteurs du procès de Robert et de John qui s'ouvre le lundi 1er novembre 1993, la Toussaint n'étant pas un jour férié en Angleterre. Pour des raisons de sécurité, les débats ont lieu au tribunal de Preston, à 60 km de Liverpool. Les jurés sont au nombre de 12,
9 hommes et 3 femmes âgés de 20 à 60 ans. Comme tout le monde, ils ont eu connaissance par les médias du sort des 2 petits accusés depuis le meurtre. Robert et John ont été enfermés dans une institution spécialisée proche de Manchester. John a rêvé souvent du petit James, mais il n'a jamais parlé spontanément du meurtre. L'un de ses défenseurs a confié que, pour s'entretenir avec lui, il devait lui donner une console de jeu électronique et que l'enfant lui répondait sans cesser de jouer. John a fêté ses 11 ans en août. Il ne s'intéresse vraiment qu'au football. Pour lui faire comprendre l'importance du procès, son avocat lui a dit « Le 1er novembre, ce sera la finale de la Coupe ». Robert, de son côté, s'est exprimé beaucoup plus facilement. Il est déluré et se donne volontiers des allures de voyou. Depuis leur détention, en tout cas, ils ont fait de nouveaux aveux qui semblent confirmer la préméditation. Ils ont déclaré qu'ils étaient venus au supermarché pour tuer du bébé. Ils ont reconnu avoir échoué dans une première tentative d'enlèvement avec un autre enfant. Leur intention était de le pousser sur la voie rapide devant les voitures. Quand ils ont pris James, ils voulaient le jeter dans le canal. Mais arrivé sur le quai, il s'est mis à pleurer. Ils l'ont alors conduit près de la voie ferrée. On connaît la suite. Il est 10h35 lorsque les 2 enfants font leur entrée dans le tribunal de la couronne de Preston. Tous 2 sont en blazer et cravate, à la manière des collégiens des établissements chics de Grande-Bretagne. Ils ont les cheveux courts et on remarque qu'ils sont devenus un peu grassouillets en raison du manque d'exercice dans l'institution spécialisée. Robert et John prennent place devant le juge sur une estrade qu'on a dû surélever spécialement pour eux. Ils resteront le dos tourné au public et les journalistes ont l'interdiction de les photographier. En plus de leur avocat, ils ont chacun un éducateur à leur côté pour les assister. Pendant toute la durée des débats, on ne les appellera pas par leur nom, ni même par leur prénom, mais uniquement le garçon A pour Robert et le garçon B pour John. Face à eux se tient le juge Morland, juge unique de ce procès, en robe rouge et perruque. Derrière eux ont pris place leurs parents, tête baissée, écrasés par la situation. Le père de James, Ralph B, est présent, mais sa mère, enceinte de 8 mois, n'est pas là. Robert et John, ou plutôt les garçons A et B, vont donc répondre des inculpations retenues contre eux par le jury d'accusation. Tentative d'enlèvement, enlèvement et meurtre de mineurs. En raison de leur âge, s'ils sont reconnus coupables, aucune peine d'une durée précise ne pourra être prononcée. Ils seront détenus selon le bon plaisir de Sa Majesté. C'est ce qui s'est passé dans le seul cas analogue au leur, Maribel, la fillette de 11 ans qui avait tué 2 jeunes enfants en 1968. Condamnée à une détention indéterminée, elle a été libérée à 23 ans après 12 ans de détention, avec mise à l'épreuve jusqu'à la fin de ses jours. Elle est âgée à présent de 52 ans, a changé de nom et elle est mère d'une fillette de 8 ans. Malgré les aveux répétés de Robert et John, leurs avocats ont décidé de plaider non coupable. Il n'est pas question, évidemment, de nier qu'ils ont tué James B, mais chaque défenseur va essayer de prouver que son petit client n'a rien fait et que c'est l'autre qui est coupable. Cette tactique peut sembler contestable, mais pour bon nombre d'observateurs, c'est ce procès lui-même qui n'a aucun sens. Quelle justice peut-on rendre contre des meurtriers de 10 ans ? Les débats sont ouverts. Le juge Morland, qui, comme ses confrères britanniques, a des pouvoirs largement supérieurs à ceux de nos présidents de cour d'assises, commence par un discours à l'adresse des jurés. Il leur demande de se forger une opinion par eux-mêmes et non parce qu'ils ont lu, entendu ou vu dans les médias. Ce n'est pas loin d'être un vœu pieux compte tenu des circonstances. L'acte d'accusation est lu par l'avocat général Richard Henrique. Dès ses premiers mots, il nous replonge dans l'horreur, avec une intensité encore jamais atteinte. Si les journalistes avaient ignoré certains détails, lui retrace de manière insoutenable le calvaire du malheureux James B. Il n'est pas mort lors du passage du train, qui a coupé son corps en 2. Il est décédé bien avant. De nombreuses fractures du crâne infligées à l'aide de pierres, de briques et d'un objet métallique. L'empreinte de la chaussure d'un de ses meurtriers est même restée imprimée sur son visage. Après en avoir terminé avec son récit, le procureur conclut.
A et B ont clairement eu l'intention de tuer James et de lui faire beaucoup de mal, et tous deux savaient que leur comportement était mauvais. La première journée s'achève sur ces propos. Le lendemain, 2 novembre, le procureur Henrik donne lecture des aveux de John, l'enfant B. Nous l'avons amené sur la voie de chemin de fer et nous avons commencé à lui jeter des pierres. Robert lui avait déjà jeté de la peinture sur le visage. Je l'ai frappé 2 fois à la tête. Nous avons pris des briques et puis il y a eu des coups avec un gros morceau de fer. Robert voulait encore que je jette des briques, mais je ne voulais plus. J'ai jeté des pierres en le ratant. Je ne sais pas pourquoi, j'ai enlevé les chaussettes de l'enfant. L'enfant était allongé sur la voie. Nous nous sommes enfuis et nous sommes allés au milieu du pont, au-dessus des rails. Le petit s'est relevé, nous avons encore lancé des briques. Il est retombé. Suit l'enregistrement des aveux, cette fois de A et B, devant les policiers, en présence de leur mère qui ne semble pas alors réaliser la gravité de la situation. Il en ressort que le calvaire du malheureux James a été pire encore que ce que l'on croyait. Il a supplié ses tortionnaires, alors qu'il était couvert de sang, de ne plus lui faire de mal. Cela ne les a pas empêchés de continuer à s'acharner sur lui d'une manière horrible. Tout cela est à la limite du supportable pour l'assistance et bien plus éprouvant encore pour les parents des enfants A et B. Quant au père du petit James, on n'ose même pas imaginer ce qu'il peut ressentir. Les jours et les audiences se succèdent devant le tribunal de la couronne de Preston. On projette l'enregistrement des caméras de surveillance du centre commercial montrant l'enfant s'en aller main dans la main avec ses futurs bourreaux. On entend à la barre les différents témoins qui ont croisé James sur le chemin de son calvaire. Et ces témoignages sont terribles, car ils montrent que l'enfant n'était pas consentant et que l'enlèvement s'est fait avec violence. Le premier témoin est un chauffeur de taxi garé devant le centre commercial. L'un des gamins l'a tiré puis il l'a soulevé avant de le prendre dans ses bras en le serrant très fort. Voici encore ce que dit un passant qui les a croisés un peu plus loin. Lorsque je l'ai vu, il était encore debout, mais il était visiblement bouleversé et pleurait à chaudes larmes. Le président interroge le témoin. Ont-ils essayé de le réconforter, de le calmer? Je n'ai rien vu de la sorte. Arrive ensuite à la barre une femme de 43 ans qui rentrait de ses courses au centre commercial. J'ai vu un petit garçon blond qui trébuchait sur la chaussée et portait une blessure au front. Elle éclate en sanglots. Il semblait souffrir, mais ne pleurait pas. Le récit d'une autre femme qui, se trouvant dans un autobus, n'a rien pu faire est particulièrement terrible. Les 2 enfants s'amusaient avec leur victime. Le tenant chacun par un bras, ils le balançaient violemment en l'air. On voyait que l'enfant souffrait. Je me suis mise à crier dans le bus. Qu'est-ce que ces gamins sont en train de faire à cet enfant? Tout le monde m'a d'abord regardé, puis s'est retourné pour voir ce qui se passait. Les témoignages suivants, à mesure qu'on se rapproche du terme du calvaire de James, montrent l'enfant de plus en plus désorienté. Bien sûr, il est tentant d'accabler après coup ces hommes et ces femmes qui ne sont pas intervenus. Mais pouvaient-ils imaginer l'horreur de la situation? Ils ont cru à une dispute entre gamins qui se connaissaient. Ce qui, dans une ville aussi violente que Liverpool, fait partie du quotidien. L'un d'eux, interrogé par le président à ce sujet, lui fait cette réponse, somme toute logique. Je croyais que c'était des frères. Enfin, le témoignage le plus impressionnant est celui de la mère de l'enfant, dont le nom n'est pas prononcé non plus et qu'on appelle Z, qu'avait voulu enlever A et B quelques minutes avant le petit James. Il est particulièrement précis et accablant pour ce qui constitue la pièce maîtresse de l'accusation, la préméditation. Elle est encore sous le coup de l'émotion lorsqu'elle arrive à la barre. Je suis sans doute la maman la plus chanceuse qui soit. Mon fils était à côté de moi dans le magasin de chemises. La seconde d'après, plus personne. À 10 mètres, je l'ai vu filer, sautant et riant avec un garçon que j'ai reconnu ensuite comme étant le garçon B. A n'était pas loin. J'ai appelé mon fils, ils se sont retournés et le garçon B a dit « Retourne avec ta mère !» Les audiences suivantes sont consacrées aux petits accusés, ce qui nous fait découvrir une réalité aussi pénible qu'on pouvait l'imaginer. Le garçon A est un enfant difficile avec visiblement des problèmes psychologiques. En classe, il est insupportable. Il se tape la tête contre les meubles, se taillade les avant-bras avec des ciseaux,
attrapant des pigeons pour leur couper la tête. Il a déjà essayé d'étrangler un petit camarade. De plus, un mois avant le meurtre, son père avait loué une cassette vidéo racontant l'histoire d'une poupée que 2 enfants voulaient tuer. Comme la poupée ne voulait pas mourir, les enfants l'achevaient à coups de barre de fer. Quant à B, il est le 5e des 7 enfants, tous placés dans des institutions et de 2 pères différents. Ses parents se sont séparés lorsqu'il avait 6 ans. Depuis, il a vécu, si on peut appeler cela vivre, avec sa mère, une alcoolique, plus souvent au pub du quartier qu'à la maison. Au bout de 3 semaines de débat, on en arrive enfin aux plaidoiries. Le procureur insiste sur le plus important à ses yeux, la conscience claire du bien et du mal qu'ont, selon lui, les garçons A et B. « Bien sûr qu'ils ont fait le mal », s'écrie-t-il, « un enfant de 4 ans l'aurait su ». Et il insiste sur la préméditation de cet acte diabolique, réclamant en conclusion la peine de prison illimitée prévue par la loi anglaise. Les avocats des accusés plaident, comme prévu, l'innocence de leur client. Madame David Turner, avocat du garçon A, c'est le garçon B qui a tout décidé, c'est lui qui a pris l'enfant par la main. Madame Brian Walsh, avocate du garçon B, A est un fieffé menteur. Il a menti à la police, il n'a manifesté aucun remords alors que le garçon B a demandé pardon à la mère de sa victime. Contrairement à ce qui se passe en France, en Angleterre, ce n'est pas la défense qui a le dernier mot, c'est le président. Une fois les débats terminés, le juge Morland s'adresse aux jurés pour leur dire sa façon de voir les choses. Il leur fait longuement la leçon. Les déclarations à la police de John contre Robert ou de Robert contre John ne sont pas des preuves. Il faudra que vous soyez sûr que les enfants avaient bien l'intention de tuer ou de blesser grièvement James et qu'ils savaient que c'était mal pour les condamner pour meurtre. Sinon, vous ne retiendrez que l'homicide involontaire. Si vous êtes sûr qu'ils avaient l'intention de commettre ensemble ce crime, peu importe alors qui a frappé le plus fort ou le premier, ils sont tous les deux également coupables. Ce discours va totalement à l'encontre des plaidoiries des 2 avocats qui avaient essayé de disculper chacun leur client, mais encore une fois, le président a ce droit et c'est sur ces paroles qu'on clôt les débats. Nous sommes le mercredi 24 novembre 1993. Denise B, la mère du petit James, malgré ses 8 mois de grossesse, est venue pour la première fois à l'audience afin d'entendre le verdict. Elle va l'attendre durant 5h30. À l'issue de ce délai, les 9 hommes et 3 femmes du jury reviennent avec un vote unanime. A et B sont coupables de meurtre et iront en prison pour un temps illimité. Le président Morland s'adresse alors aux 2 petits condamnés pour leur traduire la sentence dans leurs mots à eux. Cela signifie que vous serez détenus pendant beaucoup d'années jusqu'à ce que le ministre de l'Intérieur décide que vous êtes mûrs et pleinement réhabilités et que vous ne représentez plus un danger pour les autres. C'est ainsi que s'est terminé le procès de Preston. Pourtant, il va comporter encore une suite. À l'issue du verdict, l'identité de A et B est rendue publique et la presse reçoit le droit non seulement de révéler les noms, mais de diffuser leurs photos, ce dont elle ne se prive pas, du moins outre-Manche. Après leur condamnation, voici donc les 2 jeunes criminels livrés ainsi que leur famille à la vindicte populaire. Pour quelle raison? Pour leur infliger une sanction supplémentaire? Pour satisfaire la curiosité morbide du public? Les autorités ne répondent pas clairement à ces questions et c'est de cette manière plus que contestable que se termine cette épouvantable affaire. En France, la réprobation est d'ailleurs unanime devant la manière dont s'est comportée la justice anglaise. Magistrats, psychiatres et éducateurs multiplient les critiques. Cette condamnation, disent-ils, n'a aucun sens. À un âge si jeune, on n'a pas conscience de sa responsabilité ni du temps qui s'écoule en prison. Des enfants de 10 ans doivent être déclarés pénalement irresponsables ou à la rigueur être jugés par un tribunal pour enfants, mais en aucun cas par un tribunal pour adultes. Il semble bien en effet qu'en condamnant les garçons A et B à une détention illimitée, puis en les livrant en pâture à l'opinion,
la société britannique se soit déchargée sur eux de sa propre responsabilité.